Ohayo gozaimasu à tout le monde les amis, c'est John, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le même format que la semaine dernière. Voilà, j'ai vu que la vidéo vous a beaucoup plu, donc je me suis dit pourquoi pas le refaire. Donc je vais vous raconter des histoires courtes et flippantes que j'ai trouvées sur Reddit. C'est des histoires qui seront racontées à la première personne, et il y aura juste une petite exception, c'est que la dernière histoire sera longue. Voilà, j'ai pas d'autre chose à vous dire, donc on va pas perdre de temps, je lance le générique et je vous raconte tout ça. C'est arrivé à mes parents vers la fin des années 80. Ils étaient dans la mi-vingtaine quand tout ça s'est produit. Mes parents avaient décidé d'aller camper à Cool, en Californie. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, il était un peu tard. Ma mère était assise sur une bûche, pendant que mon père, lui, était en train de décharger le pick-up. Pendant qu'elle était assise, elle a entendu des bruits de pas dans la forêt, autour du camping. Alors elle s'est levée et elle est allée le dire discrètement à mon père. Ils ont décidé de changer de spot. Ils sont remontés dans le pick-up et ils ont roulé environ 5 km supplémentaires, afin de trouver un autre endroit. Une fois arrivés à ce nouveau spot, ils ont installé leur campement. Ensuite, ils se sont mis à se saouler en écoutant un match de boxe à la radio. Puis, ils sont allés se coucher. Mon père s'est endormi le premier, bien avant ma mère. Ma mère était en train de somnoler quand soudain, elle a entendu des bruits de pas à l'extérieur de la tente. Elle a repris brusquement conscience et s'est mise à écouter, en silence. Elle a essayé de réveiller mon père, mais il dormait profondément. Elle a donc écouté, pendant un temps qui lui a semblé des heures, lorsqu'elle a entendu, de la voix la plus effrayante que vous pouvez imaginer, « Je suis là, je vais vous tuer !» En disant ça, l'homme faisait glisser le long de la tente quelque chose qui ressemblait à un couteau. Ma mère est restée figée. Elle était paralysée. Elle a fini par sortir de son état de choc et elle a crié « Jim, attrape le fusil, tue ce de p***. » Mon père s'est réveillé en sursaut et ils ont entendu le gars prendre la fuite. Bien sûr, mes parents n'avaient pas de fusil. C'était du bluff. Et ça a fonctionné. Mon père a bondi hors de la tente et s'est mis à courir après le gars. Mais c'était trop tard. Il était déjà parti depuis longtemps. Ils étaient terrifiés, et ils ont décidé de se barrer de cet endroit, avant que quelque chose d'autre n'arrive. Mais c'est à ce moment-là qu'ils ont vu que leur pneu de voiture était crevé. Ils étaient là, au milieu de nulle part, avec un fou qui rôdait aux alentours. Environ 1 heure plus tard, un garde forestier qui patrouillait dans la zone est arrivé, et il les a aidés. Il les a ramenés en ville. En discutant avec le garde forestier, ils ont découvert qu'ils recherchaient en fait toute activité suspecte, en raison de meurtres récents à proximité. Mes parents étaient probablement les prochaines victimes d'un meurtrier. Et oui les amis, toujours être armé d'un couteau quand vous partez en forêt, hein, on n'est jamais sûr de rien. Prendre celui-là, bon, il est peut-être un petit peu extrême ce couteau, sinon vous avez... J'en ai un autre un petit peu plus petit, couteau de poche, comme ça, ils sont bien ceux-là. Ils type, ok j'arrête. Vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi il a tous ces couteaux? C'est un malade en fait ce type. C'est parce que j'aime beaucoup la survie, tout ça, donc c'est pour ça que j'ai des couteaux de bushcraft, tout ça, enfin ça c'est un couteau de poche, hein, juste pour la défense, parce que je raconte des threads d'horreur, du coup je panique un petit peu des fois intérieurement. Mais sinon ça va, hein, j'arrive à dormir la nuit. Hein. Je vis avec mon fiancé et mon plus jeune frère. Mon frère qui travaille dans les forces de l'ordre. On vit dans une petite ville, à l'extérieur de Las Vegas. C'est pas une ville où il y a beaucoup de crimes, mais il y en a quand même. On manque pas non plus de junkies et de sans-abri. Enfin bref. L'été dernier, j'enchaînais les petits boulots, et je passais pas mal de temps à la bibliothèque. J'utilisais le Wi-Fi gratuit pour regarder les offres d'emploi. Vers 16h, je suis rentré chez moi. J'ai commencé à me faire couler un bain tiède, parce qu'il faisait très chaud, et je transpirais beaucoup. J'ai ouvert à mon chien, elle s'appelle Suki. C'est un bull terrier, elle se méfie beaucoup des étrangers, et elle est dangereuse, ce qui fait d'elle un chien de garde parfait. J'ai donc allumé Spotify, j'ai attrapé un magazine, et je me suis enfermé dans la salle de bain. Je me suis mis dans mon bain,
et ma chienne, qui était devant la porte de la salle de bain, s'est mise à pleurnicher. Parce que cette idiote déteste l'eau, mais elle adore jeter ses jouets dans l'eau, et elle était triste de ne pas pouvoir jouer. À savoir que mon fiancé et mon frère étaient encore au travail. Quoi qu'il en soit, je prenais mon bain tranquillement, quand d'un coup, j'entends ma chienne devenir folle de rage. Je l'entends courir à l'étage en aboyant comme une folle. Et puis j'entends quelqu'un crier « Oh shit !» Je reste figé. Je suis à poil dans mon bain et il y a un intrus dans ma maison. J'ai pas d'arme pour me défendre. Le pistolet de mon frère est dans sa chambre, à l'étage, dans un coffre. J'attrape mon téléphone et j'entends l'homme hurler de douleur après ma chienne, qui, j'en suis sûr, est en train de le réduire en bouillie. Je compose le 911 et jure que j'appelle la police. D'une manière ou d'une autre, l'homme parvient à se libérer. Je l'entends s'enfuir par la porte arrière, avec ma chienne, toujours en train de le déchirer. Pendant que je parle au répartiteur, j'enfile quelque chose, et je monte à l'étage. Quelques moments plus tard, ma chienne revient à l'intérieur, plus fière que jamais. Je décide de l'enfermer dans la chambre de mon frère, parce que les policiers vont bientôt arriver, et je n'ai pas envie qu'elle morde l'un d'entre eux. Apparemment, mon voisin a entendu les aboiements, et il a attrapé le gars, un mec tout fin de 56 kilos. Il était torse nu, couvert de morsures de chien et de cicatrices de méthamphétamine. Le mec avait en fait trouvé notre faux rocher. Les policiers sont arrivés, ils l'ont embarqué et ils m'ont dit de ne pas utiliser un faux rocher. Sans blague, j'ai passé les semaines suivantes à avoir peur que d'autres drogués rentrent par effraction chez moi. On garde maintenant 2 armes sous clé, une en haut et une en bas. Je travaille dans un hôpital en tant que brancardier. Il y a environ 2 ans, notre vieil hôpital de ville a fermé ses portes et nous avons dû déménager dans un nouveau plus récent. Le vieil hôpital avait été construit dans les années 30 et je peux vous dire que la nuit, ça foutait la trousse. L'ambiance était particulièrement effrayante. Les étages de cet hôpital étaient composés de 2 parties, une aile est et une aile ouest. Chaque aile possédait un poste d'infirmier. Enfin bref, quelques semaines avant le grand départ, vers 21h30, j'étais dans les étages de l'hôpital. J'allais chercher un patient que je devais transférer. Je sortais tout juste de l'ascenseur lorsque j'ai aperçu un groupe d'infirmières qui avaient l'air vraiment secouées. Je suis donc allé les voir pour leur demander si ça allait. Elles m'ont expliqué qu'elles avaient décidé de retourner une dernière fois dans l'aile est du 4e étage de l'hôpital, par nostalgie. Elles travaillaient autrefois dans cette partie-là. L'aile est a été la première partie à avoir été fermée. Donc il n'y avait presque plus rien dans cette partie. Tout était vide. Et pendant qu'elles étaient là-bas, le téléphone du poste des infirmières de cette partie-là s'est mis à sonner. Les téléphones et les ordinateurs du poste n'avaient pas encore été déplacés. Ne sachant pas quoi faire, l'une des infirmières a décroché le téléphone. Au bout du fil, elle a eu une dame qui avait l'air perdue. La conversation ressemblait à ça. Sabrina à l'appareil, en quoi puis-je vous aider ? Allô ? C'est qui ? C'est Sabrina, je suis une infirmière. Comment je peux vous aider ? Mais où est-ce que je suis ? C'est l'hôpital de Bastille. Vous êtes un patient ici ? Oh, d'accord. Et puis la ligne s'est coupée. L'infirmière a regardé l'écran du téléphone pour voir d'où provenait cet appel. Le téléphone indiquait le numéro de la chambre juste à côté du poste des infirmières. Depuis le poste, on pouvait directement voir à travers cette chambre. Et il n'y avait personne à l'intérieur. En plus de ça, toutes les chambres étaient complètement vides. Il n'y avait plus rien. Je suis allé dans un autre pays pour voir un groupe que j'adore. J'ai réussi à trouver un Airbnb pas cher. J'ai regardé les avis et tout le monde disait qu'il était un hôte adorable et vraiment sympa. Mis à part le fait que tous ces avis dataient de seulement plusieurs semaines, j'ai réservé. J'étais censé arriver tard dans la nuit, donc j'ai prévenu mon hôte. Je lui ai envoyé un message et il m'a répondu qu'il n'y avait pas de problème. Sauf qu'un imprévu s'est produit. Mon vol a été retardé. J'ai raté le dernier train et donc je lui ai dit que je n'arriverai pas avant demain. Et il m'a répondu que ce n'était pas grave. Le lendemain, j'ai pris mon train et je suis arrivé dans la ville. J'ai décidé de marcher parce que je n'avais pas beaucoup d'argent avec moi. Mon Airbnb se trouvait à une 40aine de minutes de marche.
Donc j'ai marché et je suis arrivé à un endroit qu'on pourrait qualifier de délabré. Il y a des dealers de drogue un peu partout, parfois ça se remarque assez bien. J'ai cherché le numéro correspondant à mon Airbnb et j'ai vu que le numéro correspondait à une porte blanche qui se trouvait juste à côté d'une petite boutique. J'ai trouvé ça vraiment bizarre. J'ai essayé d'appeler mon hôte, mais je n'avais jamais réussi à le joindre. Je tombais toujours sur sa messagerie et il ne répondait plus à mes textos. Je suis donc rentré dans le magasin et j'ai demandé si quelqu'un habitait à cet endroit. Le mec louche du magasin m'a répondu « Quelques-uns, oui. Qui cherchez-vous » Je lui ai donc dit le nom de mon hôte et il était en train de trifouiller sur son téléphone, d'une certaine façon où je ne pouvais pas voir ce qu'il faisait. Il m'a répondu quelque chose et puis, d'un coup, j'ai reçu un texto sur mon téléphone portable. C'était mon hôte. Il me dit qu'il sera bientôt là. Donc, je sors du magasin et je réalise que c'était un signe de plus, que ça sentait pas bon. Une demi-heure plus tard, un gars arrive en voiture avec une femme sur le siège passager. Il me dit qu'il est mon hôte et que sur le site, c'est pas la bonne adresse. Il me dit de monter à l'arrière et qu'il va m'emmener à mon Airbnb. C'en était trop. Je lui ai simplement répondu « Tu sais quoi ? Merci, mais je vais trouver autre chose. » Et je me suis éloigné. Honnêtement, je ne sais pas si ces personnes avaient véritablement de mauvaises intentions, mais je le sentais pas du tout. Tous les mauvais signes étaient là. C'est une histoire qui m'a beaucoup fait penser à du trafic de femmes. Ça m'a fait penser, si vous l'avez vu, au film Taken, un très bon film que je vous recommande de regarder. Et cette histoire m'a rappelé une peur que j'ai à chaque fois que je réserve un Airbnb, c'est d'arriver dans le pays et ton hôte ne te répond plus, c'est-à-dire que tu te retrouves là, comme un con, t'as pas d'hébergement, qu'est-ce que tu fais? C'est une peur que j'ai toujours eue, et voilà, ça m'a fait penser à ça, c'est tout ce que j'avais à dire. On va à présent passer à la dernière histoire, vous savez, la fameuse exception. Alors c'est une histoire qui vient de sortir sur Reddit, donc je m'attends à ce que mes collègues qui font des threads d'horreur vous la racontent, mais là ce qu'il y a de bien, c'est que je vais vous la raconter à la première personne, donc vous allez avoir des points de vue un petit peu différents, enfin je pense. Cette histoire s'est passée il y a quelques années. J'avais une vingtaine d'années et j'étudiais à Paris. Au moment de cette histoire, je rentrais de l'université. Comme d'habitude, ce que je fais, c'est que je prends d'abord le bus pendant un court trajet et ensuite je marche le reste du chemin. Mais cette fois-ci, je me sentais mal à l'aise dans le bus. J'ai senti qu'un type me regardait intensément. J'étais habitué à ce qu'on me dévisage. Mais là, c'était différent. Le regard de ce type était bestial. C'est assez difficile à expliquer, mais je me sentais comme une proie traquée. J'ai décidé de descendre du bus quelques arrêts plus tôt. Je voulais pas qu'il voie où je descends habituellement. J'ai fait comme dans les films. J'ai attendu que quelqu'un d'autre appuie sur le bouton d'arrêt et j'ai attendu le dernier moment pour me lever et partir. Je suis descendu du bus et je ne l'ai pas vu descendre. Au moment où je commençais à me sentir soulagé, j'ai regardé par-dessus mon épaule. Et je l'ai vu. Il était là, à quelques mètres derrière moi. J'ai eu l'impression qu'il a détourné le regard au moment même où je me suis retourné. Je suis rentré dans un magasin. J'ai attrapé mon téléphone portable et j'ai fait semblant de prendre un appel. J'ai attendu pendant un certain temps et quand il m'a semblé que c'était bon, qu'il était bien parti, je suis sorti et je me suis dépêché pour rentrer chez moi. Je n'ai pas arrêté de regarder derrière moi. Je traversais la rue à chaque croisement. Et finalement, j'ai fini par me dire que ce n'était qu'une coïncidence s'il était descendu au même arrêt que moi. J'ai fini par atteindre mon immeuble et j'ai regardé derrière moi une toute dernière fois. Et il était là. Il me regardait droit dans les yeux avec un sourire moqueur. Je me chie dessus. Je rentre dans mon immeuble et je cours jusqu'à mon appartement. Je monte les escaliers 4 par 4 jusqu'au dernier étage. Je rentre dans mon appartement, je referme la porte à clé et là je me fige. Mon interphone est en train de sonner. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai décroché. Et j'ai regretté au moment même où je l'ai fait. Je pouvais aussi entendre l'interphone de l'appartement d'à côté. Le type avait en fait appuyé sur tous les boutons, en espérant que quelqu'un lui ouvre. Et puis, il a dit mon prénom. Gabriel ? Ouvre-moi, s'il te plaît, je veux juste parler. Je ne parvenais pas à bouger, j'étais paralysé. Viens à la fenêtre, regarde-moi, tu verras, je suis pas méchant. Sous le choc, j'ai raccroché. J'ai compris qu'il voulait repérer mon appartement. J'ai attendu près de la porte sans bouger pendant ce qui m'a semblé des heures. Quand j'ai enfin réussi à me calmer, j'ai appelé mon copain,
qui habite loin de chez moi. Il m'a dit d'appeler immédiatement la police. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas appelé la police. Aujourd'hui, c'est vraiment la première chose que je ferais. Non mais quel débile j'ai été. Au lieu de ça, j'ai appelé ma meilleure amie. Je voulais pas me sentir seul, je lui ai tout raconté. Et au fur et à mesure de la discussion, j'ai commencé à me sentir mieux. Et puis, mon interphone a ressonné. Il s'était passé 2 heures depuis le dernier appel. J'ai répondu et il m'a dit « Gabriel, ouvre s'il te plaît ». Je me souviens encore des frissons que j'ai ressentis. Il était toujours là, pendant tout ce temps. J'étais terrifié. « Gabriel, laisse-moi entrer, j'ai tellement soif. Donne-moi juste un verre d'eau. » Ça a brisé un peu la tension, et j'ai raccroché. Je me suis littéralement recroquevillé dans un coin, en position fétale, et j'ai attendu, sans faire de bruit. J'avais même peur de respirer, même si je savais qu'il ne pouvait pas m'entendre. L'interphone a ensuite ressonné, encore et encore, mais je n'ai pas répondu. Je me suis recroquevillé dans le canapé, et j'ai fini par m'endormir d'épuisement. J'ai entendu l'interphone ressonner une nouvelle fois pendant la nuit. Le lendemain matin, en me réveillant, j'avais beaucoup trop peur de quitter mon appartement. J'ai appelé mon père, et il est venu me chercher. On est descendu, et il n'y avait personne dans le hall, mais il y avait une note dans ma boîte aux lettres. « Gabriel, je suis un gars sympa, tu aurais dû m'ouvrir. » On s'est immédiatement rendu au poste de police le plus proche. La police m'a écouté et m'a dit de ne pas hésiter à les appeler. Mon père a ensuite appelé un serrurier pour installer un digicode sur la porte de l'immeuble. Et il a écrit un message à chacun de mes voisins pour leur demander de ne pas ouvrir la porte à quelqu'un qu'ils n'attendent pas. Mon père s'est même assis tous les soirs au café devant mon immeuble, avec 2 amis pendant plus d'1 semaine. Je n'ai jamais revu mon harceleur. J'ai vraiment aimé cette histoire, à la fois ça m'a fait un petit peu peur, et en même temps il y a un passage qui m'a fait rire, c'était le « Donne-moi juste un verre d'eau, non ?» Bien sûr c'est pas drôle pour la personne qui a vécu cette histoire. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, mettez un like si c'est le cas, un petit commentaire également, vous connaissez la chanson, je vous souhaite une bonne nuit pour ceux qui s'apprêtent à s'endormir, parce que je sais qu'il y en a qui s'endorment avec mes vidéos. Et voilà, du coup, je vous souhaite une très bonne soirée pour les autres, et je vous dis à la prochaine.